Bonjour et bienvenue dans The Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes de l'humain dans la cybersécurité. Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau Didier Hanné, puisque souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Didier, expert en cyber-résilience et coach certifié, nous racontait de l'intérieur la cyberattaque qui avait frappé une entreprise luxembourgeoise il y a quelques années. Alors dans ce deuxième épisode, Didier partage les leçons humaines et organisationnelles tirées de cette épreuve. Après avoir traversé le chaos, que peut-on apprendre pour mieux protéger ses équipes et renforcer la résilience de son entreprise? Ensemble, on va parler de prévention de l'épuisement, de communication en période de crise et de reconstruction collective. En somme, un épisode pour comprendre que la cyber-résilience n'est pas seulement technique, elle est avant tout profondément humaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Tu as commencé à nous le dire, tu as consacré un mémoire et un livre à cette crise, si je ne me trompe pas. Tu as fait... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes 2 casquettes, ma casquette Oui. technique, donc moi j'ai été engagé comme consultant, quelques mois après, comme j'ai dit 5 à 6 mois après, l'accident des sociétés, et au même moment, j'étais dans une formation de coaching. J'étais au même moment en formation de coaching. Donc je suis arrivé dans une société plus dans un rôle d'architecte. Donc mon but, c'était au départ de voir un petit peu, tout le bazar qu'il y avait, tous les systèmes qui étaient en place, tout l'historique, hem et de voir comment on pouvait faire évoluer, un peu nettoyer tout ça. Mmh. Et donc le fait de faire mon mémoire, enfin comment ma formation de coaching à ce moment-là, je pouvais un peu analyser les comportements des gens avec les outils qu'on m'apprenait finalement, toutes les semaines, tous les mois. Donc finalement en formation de coaching, on vous apprend des outils de gestion du stress, gestion de communication, gestion des émotions, de la confiance en soi, aspect de communication. Donc on vous apprend tout un tas d'outils. Finalement, j'avais l'occasion de les mettre en pratique dans cette espèce de situation de crise avec des gens qui étaient autour de moi un peu dans des états, pas trop bien, avec des conflits et cetera. Donc et c'est ça que j'ai proposé assez naturellement, dans le cadre de cette formation, de faire mon mémoire de fin de formation basé là-dessus. Au départ, je me disais: «Ben non, ça va être refusé, c'est trop technique». Ça me semblait trop technique pour un mémoire lié au coaching et cetera, et justement, ils ont adoré le sujet parce qu'ils se sont dit: «Pour une fois, on n'a pas un 15e sujet sur l'estime de soi». Donc ils Oui, se sont c'est dit sûr. donc Heu et donc c'est de là, finalement, pour construire ce mémoire et avoir du matériel, ce qu'on appelle une étude, qualitative, donc du matériel. Vous devez interviewer, un certain nombre de personnes, et donc j'ai été un peu prendre mon bâton de pèlerin, un peu demander un peu en stummeling comme on dit en belge, c'est-à-dire un peu en sous-marin, «Tiens, est-ce que tu voudrais pas témoigner?» Alors eu des refus évidemment. Ouais. J'ai eu des gens: «Ben non, je peux pas, j'ai signé un document». J'ai eu des gens qui me disent: «Oui, on va le faire, mais on va le faire ailleurs». Enfin voilà, j'ai eu vraiment divers réactions, et j'ai pu interviewer un certain nombre de personnes à ce moment-là qui m'ont permis de construire mon mémoire, et en plus, je connaissais de par mon métier d'autres clients qui avaient eu des cyberattaques, et donc je n'ai pas fait uniquement des interviews chez ce client-là. Donc j'ai eu aussi une approche un peu Ah, multi-client. ah Donc ça oui. me permettait d'avoir aussi pas de diluer, mais d'avoir un angle, je vais pas dire suffisamment large, mais un minimum large pour pouvoir en tirer certaines conclusions, pas uniquement spécifiques aux clients qui m'occupaient. Et c'est durant ces entretiens, en essayant de reconstruire ce puzzle avec les gens, qu'à certains, je disais dans la manière qu'ils expliquaient, je dis: «Mais tu devrais en écrire un livre». Eh oui. Et à force de le répéter aux gens, à un moment donné, je me suis dit: «Beh non, beh écoute, finalement, à la fin de ton mémoire, tu auras déjà de quoi pratiquement la moitié de ton livre. Mmh. Tu auras déjà du sujet, allons-y plus loin». Donc ça a été vraiment ça, et le déclencheur, c'était le but vraiment de faire partager, l'expérience. Parce que ce que me racontaient les gens, c'est l'interview, donc les interviews duraient en général 1 heure et demie, 2 heures. Je faisais ça pendant le lunch un peu relax, et pour beaucoup la plupart m'ont énormément remercié après, Mmh. m'ont dit que ça leur a fait beaucoup de bien d'1 an après, de pouvoir revivre l'histoire, de la raconter à quelqu'un qui comprenait. C'était surtout ça, que c'est même parce que du fait de mon approche à la fois technique et humaine, comprenait. Donc il y avait un certain soulagement, une certaine compréhension. Aussi le fait de savoir que ça pourrait servir à d'autres. Le fait de donner un témoignage, que ça pourrait être utile à d'autres. Donc c'est tout ça qui m'a dit: «Ouais, Mmh. vas-y,
fais-en quelque chose et pousse-le un peu plus loin, quoi. Donc c'est vraiment cet aspect-là. Et mon but dans le mémoire, et c'est un peu le pilier de mon livre, c'est d'en tirer un peu les trois, quatre éléments principaux sur lesquels travailler. Donc, dans le cadre de mon mémoire, enfin de mon mémoire et qui est devenu mon livre, que j'ai appelé Que fait-on des héros? C'est un peu le petit sous-titre, parce que je trouve que les héros, c'est un peu ces gens. Je fais d'ailleurs un parallèle dans le livre entre les héros de guerre et les héros de cyberattaque. Ouais. Alors, toute proportion gardée, évidemment, hein, on ne parle pas de mort, mais il y a vraiment beaucoup de mécanismes qui se mettent en place, surtout dans l'après. Quand finalement on revient à la normalité, les personnes qui ont été les héros pendant 15 jours, le retour à la vie normale, au métier normal, pour certains, c'était très difficile. En C c Oui, en ah, quoi c'est difficile? Qu'est-ce qui de revenir finalement dans une espèce de routine et voilà, de et ouais, ouais, ils ont vécu quelque chose d'extrêmement intense émotionnellement, techniquement, relationnellement. Donc vraiment, il y a comme pendant 15 jours, il y a une concentration finalement d'événements et de choses qui oui, se passent, qui enrichit la personne. La personne qui le vit bien, elle ressort de là, fatiguée, presque proche du burn-out, mais potentiellement, si elle a bien le gérer, elle va être plus forte après. Heu, mais vient la normalité, on retourne finalement à sa gestion opérationnelle, et oui. chiante, pour le et donc c'est une des raisons pour lesquelles, certains démissionnent. Oui, parce que ouais, ils s'imaginent pas revenir, finalement à ce qu'ils faisaient avant comparé par rapport à ce qu'ils viennent de vivre, quoi. Oui, puis ils veulent en même temps quitter l'endroit où ils ont vécu ça, donc il y a une espèce Ah! de différentes choses qui se passent dans leur tête. On veut plus, ça nous rappelle trop ce qui s'est passé. On veut, Ouais. enfin voilà, il y a pas mal, il y a pas mal de démissions et de burn-out. Je crois que sur les 15 personnes de l'équipe, je crois qu'il y en a 10 qui ont démissionné dans les 6 mois qui Ah ont suivi, oui, quoi. ouais, C'était ouais, vraiment ça fait beaucoup. Mmh. pour différentes raisons, hein, Oui, oui, vraiment voilà, c'est différentes ce que tu raisons. expliques, ouais, tout à fait. Mais et qu'est-ce que je voulais te poser une question, j'ai oublié, non, bah, vas-y, continue, ça me Mais reviendra. c'était peut-être parce que j'ai pas mentionné, c'était les 4 éléments principaux, qui sortaient, c'était peut-être ça, parce que c'est vrai que je les ai pas mentionnés. Heu, Oui, bah, non, bah, je te pose cette question, puis après si l'autre question me revient, je reviendrai sur l'autre question. Et toi, ah voilà. justement ah oui, voilà, non, c'était ça. Est-ce que, l'entreprise a mis en place, un soutien, psychologique des personnes pendant la crise ou ça non, ils n'avaient pas ça? Alors pendant la crise, il y a eu Ou après, hein, donc sur ce cas-là, hein, je ne vais pas dire tous les cas en général, non, mais non, sur oui, ce oui, cas-là, ouais, je vais dire, il y a eu un soutien un peu informel, une ou 2 initiatives quand même, personnelles. oui, Voilà, OK. il y a eu de nouveau une initiative comme rien n'est préparé, rien ne si vous n'avez pas de plan, si tu n'as pas de plan, tu fais, tu vas à l'urgence. Il y a le feu quelque part. En général, si c'est une maison qui brûle, tu vas pas commencer à faire de la psychologie Comment vous vous sentez? avec la personne que tu viens de sauver. Tu Oui, attends que le non, feu mais soit c'est éteint, vrai, quoi. Donc c'est vrai, ouais, ouais, le cerveau, il est pas capable de faire ça ou alors tu es très ouais, f enfin, ouais, tu es très fort. Mais donc il y a eu un peu un voilà, je pense que certaines personnes m'ont rapporté de manière oui. naturelle, voilà. Par contre, ce qui a été mis en Mmh. place par la société, en tout cas par la personne responsable, c'est un soutien déjà logistique, parce que c'est pas le tout. Les personnes travaillent 24 sur C'est 24, vrai. 7 jours sur 7. Il faut Ouais, boire, manger, dormir, tout rentrer à dans fait. leur famille. Donc il y a eu quand même cette attention. Oui. Alors appelle ça un soutien psychologique, c'est pas vraiment un soutien psychologique, mais en tout cas un soutien physiologique et un peu Ouais, tout à psychologique. fait. Sur les Ouais. besoin de base, en tout cas, les besoins Sur les besoins de primaires, base. ça Ouais, au moins, il y avait un soutien là-dessus et c'est déjà, bah, la base, quoi. Donc tout à fait. et Alors, ap ouais. tu auras toujours des mauvaises langues qui vont dire: «Oui, ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de toi». Bon, ça, c'est les mauvaises Bah, bien langues, hein, sûr, c'est oui. mais Oui. je pense qu'il y avait une vraie sincérité, derrière de voilà, on laisse pas les gens dans parce qu'il y a des gens, je crois que j'ai eu un retour, un témoignage, je crois ils se sont pas lavés pendant 3 jours, quoi, donc évidemment, beh, ouais, presque pas dormir et pas laver pendant C'est 3 jours, tellement donc c'est vraiment difficile à imaginer, ouais, on ouais. arrive dans des situations vraiment extrêmes de crise. Donc soutien psychologique pendant la crise, voilà, pas vraiment et par contre, ce qui a manqué et ce que beaucoup m'ont dit, c'est un soutien psychologique après la Après, crise, OK. justement Ouais. pour arriver à gérer, à digérer tout ça, gérer le vécu, pouvoir le raconter, rien que le fait de le raconter, hein. On dit toujours, il y a des, comment, des thérapies qui sont basées sur ça, hein. Le cerveau humain, si tu racontes l'histoire une fois, 2 fois, 3 fois, c'est un peu comme une mémoire qui, au fur et à mesure, est légèrement altérée au niveau émotionnel.
on va diluer la charge émotionnelle de l'histoire. Voilà, même ça, ça suffirait, quoi. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé quand les gens me racontaient leur histoire. Ouais, ça leur Ça a leur a permis. permis Ouais. de décharger un petit peu la charge émotionnelle qui était liée liée à cette Et histoire, à ce vécu, quoi. Et si toi, tu devais tirer des enseignements, donc tu nous disais, hein, tu as interviewé des personnes de plusieurs entreprises qui avaient subi des cyberattaques. Qu'est-ce que toi, tu tirais comme enseignement justement de l'impréparation? Alors on va pas parler des aspects techniques, hein, comment, prévenir une cyberattaque sur les aspects techniques ou comment, réagir, mais plutôt sur les aspects humains. Est-ce qu'il y a des choses en commun? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place, enfin préparer ou anticiper et qu'on puisse après déclencher une fois qu'on est dans la crise ou l'après? Quel type d'enseignement tu pourrais, quels conseils tu pourrais donner aux entreprises pour faire face, dans ce genre de situation? Avant de les conseiller, je pense qu'il y a l'aspect, informatif, déjà se rendre compte que ça existe. Déjà, je pense qu'on est au premier niveau, enfin, en coaching, on appelle ça les niveaux de méconnaissance. On est au premier niveau, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Donc déjà, la 1re étape avant de voir ce qu'on peut faire et comment accompagner les sociétés, c'est déjà d'aider les gens HR et la direction à se rendre compte qu'il y a des conséquences humaines, psychologiques, au-delà de l'aspect technique et financier. Donc on a parlé du stress, évidemment. Je ne parle pas du stress court terme qui peut être considéré comme un bon stress. Oui, Un bon stress sera motivateur, sera moteur, donc le stress, c'est pas toujours négatif. Par contre, si ce stress s'installe dans la durée, devient répétitif, oui. ça devient de l'anxiété, ça devient un mauvais stress, ça devient un stress qui mène à l'épuisement, au burn-out, à l'épuisement professionnel, au burn-out. Donc déjà, voilà, se rendre compte que ce genre de crise, pour les personnes qui l'ont vécu de près, stress, burn-out, il y a des choses, il y a des choses liées. Il y a l'aspect d'émission, on en a parlé, hein, Mmh. donc les gens préfèrent, suite à l'attaque, fuir. Alors de nouveau, il y a un sentiment de culpabilité, peut-être certains n'ont pas fait ce qu'il fallait. Savoir aussi, ça peut être une conséquence de la gestion de crise, une mauvaise gestion de Oui. crise. Enfin, c'est connu, une gestion de crise est destructrice pour la relation. Voilà, c'est scientifique, enfin, c'est prouvé par certaines études. Donc voilà, il faut gérer la crise, mais il faut gérer aussi l'après-crise. Il y a aussi beaucoup de frustration de ne pas être écouté ou de ne pas avoir été écouté. Donc voilà, c'est Mmh. toutes des choses qu'il faut suggérer à prendre en compte. L'aspect culpabilité, Ouais. des gens. Les gens se sentent coupables, évidemment. Est-ce que j'ai mal réagi? J'ai fait une erreur? Alors, il y a toujours les mêmes personnes qui, eux, ça ne les touche pas, mais voilà. Statistiquement, il y a pas mal de personnes qui vont être dans de ça. Il y a les violences, on n'en parle pas souvent, mais moi, on m'a rapporté certaines violences physiques. Ah oui, ouais, c'est allé Moi, j'ai jusqu'à ouais. l'anecdote dans des responsables de sécurité d'une des sociétés que j'interviewais. Un des ouvriers employés est venu et il lui a craché à la figure en train de dire: «Si je perds mon boulot, c'est de ta faute», quoi. Et enfin voilà, on est vraiment très, très loin en termes, donc déjà réaliser tout ça, c'est la première étape. Et puis seulement quand on réalise, on accepte qu'il y a un problème, là on peut parler, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mmh. Heu, donc vraiment au niveau, a posteriori, ce qui est clairement intéressant à faire, c'est un accompagnement, alors que ce soit coaching, thérapeute, psychothérapeute, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Alors ça peut être en groupe, ça peut être tout seul. Mais au moins le proposer, parce que dans le cadre des interviews, j'étais pas encore vraiment coach. Un des managers a proposé à deux trois personnes de: «Tiens, si tu veux, Didier, il est coach, est-ce que si tu as l'occasion, tu veux en parler?» Rien que le fait d'avoir proposé ça à la personne, Oui. il a déjà dit merci. Peu l'ont utilisé, mais rien que le fait de reconnaître que parfois il faut pas grand-chose. Donc c'est vraiment cette reconnaissance aussi, hem qu'il faut intégrer dans cette approche. Et à l'accompagnement, voilà, ça peut être, comme j'ai dit, accompagnement en groupe, Mmh. accompagnement individuel. Je pense qu'il est vraiment bien, c'est un accompagnement des ressources humaines. Et comme je dis toujours, une crise ne se gère pas comme du journalier. Sauf que typiquement, les ressources humaines, après la crise, ils reviennent dans leurs règles des ressources humaines et on va gérer la crise comme business as usual. Donc typiquement, j'ai quelques cas aussi, assez pertinents, ou assez révélateurs. Dans un des cas, une des personnes qui a activement contribué à sauver la situation, donc un des héros, je vais appeler ça, 3-4 semaines après, il est parti en épuisement professionnel, en burn-out. Voilà.
parce qu'il y avait un sentiment de culpabilité, il avait travaillé plusieurs jours non-stop. En plus, il ne pouvait pas raconter à sa femme ce qui se passait, donc ça créait un conflit chez lui, puisqu'Oui, il y a bien cette sûr. confidentialité. Vous êtes pas, vous rentrez presque plus à la maison, vous êtes non-stop, et votre femme vous demande, mais tu fais quoi? Et il y en a certains, on leur avait dit de ne rien dire, ils n'ont rien dit. Ah oui. Donc, ils doivent vivre avec cette double injonction, quoi. C'est très difficile à vivre. Et donc, pour en venir, cette personne tombe en burn-out, en épuisement professionnel, il est absent 2 mois, il revient. Au moment des évaluations de fin d'année, des paiements de primes, un des critères, c'est que vous ne devez être pas malade plus de Oh 4 là semaines, là, je sais plus le oui. chiffre. Donc lui, il Oh. tombait dans le critère d'exclusion. Ouais, ouais. Résultat Mmh. des courses, Bah oui. Non. pas de prime. Oui, C'est ce que j'appelle la double peine, en fait. ouais, bien C'est sûr. vraiment, la peine directe et puis la peine, un peu la double sanction, quoi. Donc, alors évidemment, la personne, repart avec un sentiment d'injustice, finalement, c'est moi qui l'aurais sauvé, et cetera. Enfin voilà, il y a beaucoup de il y a et l'autre cas que je peux mentionner un peu dans le même, ressources humaines, c'est, il faut gérer les heures supplémentaires après. Donc vous avez travaillé 24 sur 24, 7 jours sur 7 pendant une semaine, 2 semaines, donc vous avez des personnes qui se retrouvent avec 100-150, 200 heures supplémentaires. Il y a eu des employés, le HR leur a répondu du genre: «Mais oui, mais vous n'avez pas fait la demande officielle des heures sup, quoi». Oh là là. Ouais, c'est un peu comme des micro-violences finalement, parce que le système est fait comme ça et que finalement on respecte le système, mais à situation exceptionnelle, on devrait aussi pouvoir, ne enfin voilà, dévier des process habituels quoi, parce que ça paraît tellement, ouais, incroyable. Ah, ça te paraît tellement incroyable, mais c'est vraiment ça, c'est un des points vraiment que je retiens et que je dis toujours à mes clients quand je les accompagne. On ne gère pas une crise comme du day to day, et une cyberattaque en entreprise, je parle d'une cyberattaque, conséquente, grave, impactante, qui donne du downtime, qui donne des jours et des suivants. C'est une situation de crise, comme peut l'être, alors de nouveau, comparaison ne fait pas raison, comme peut être la crise le crise du 11 septembre, enfin vraiment des crises impactantes, ou par exemple le Covid. Tout à On n'a fait. pas géré le Covid comme un. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Exactement, et donc typiquement, voilà, l'accompagnement, je pense accompagnement du ressources humaines, accompagner les sociétés à prendre en compte ce caractère exceptionnel, et puis faire un accompagnement individualisé aux personnes qui en expriment le besoin, et comme je dis, rien que le fait de le proposer, heu, ça pourra aider, et évidemment évidemment donner aussi aux gens qui ont souffert Mmh. l'impression que ça a servi à quelque chose. Ouais, Ça, c'est important aussi. tout à fait. C'est-à-dire, ne pas entrer dans un mode, «OK les gars, bien joué, vous avez bien bossé. Bon maintenant on fait comme si de rien n'était, quoi». Je Oui, caricature évidemment. comme si ça allait de soi quoi finalement. Alors Comme si que on va ouais. presque revenir aux mauvaises habitudes d'avant, quoi, et on va faire comme s'il ne s'était rien passé. Voilà, donc ça, c'est de nouveau une espèce de double ou triple peine. Voilà, je pense que là, il y a de l'accompagnement. Mmh. Alors c'est technique, organisationnel, individuel, hem et je pense là, une aide externe est indispensable. En interne, vous n'avez pas tu n'as pas Le le recul, ouais. recul Mmh. pour gérer ça, et l'expérience, voilà, Ouais. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ouais. et dernier Ouais. point que je veux signaler, accompagner les directeurs et les gestionnaires de crise, parce qu'eux, ils en ont eu pris plein la parce que souvent ils sont oubliés, on parle des héros, des gens techniques, et souvent on se dit: «Oui, le directeur, il est bien payé, enfin, finalement, il a fait son job». Voilà, je trouve que lui, ça vaudrait la peine de faire Mmh. un traitement un peu particulier pour lui, et de l'accompagner pour gérer ça, parce que de nouveau, un directeur, par défaut, il se retrouve seul, il est seul, et voilà, et d'autant plus nécessaire, qu'on se retrouve seul, quoi. Non, mais c'est intéressant, du coup, tu dis bien, hein, comme voilà, il y a pas que les équipes techniques, opérationnelles qui ont finalement besoin d'un soutien ou d'accompagnement. Il y a les RH, comme tu le dis, il y a le management et tout. Donc, c'est intéressant aussi de se dire, voilà, finalement, il faut oublier personne parce que ça touche quand même, bah, voilà, toute l'entreprise. Et est-ce que tu sais, au niveau des autres personnes qui étaient peut-être pas impliquées directement dans la gestion de crise et cetera, comment, on va dire, les collaborateurs, les salariés qui étaient
plus éloignés, est-ce que eux, comment ils ont vécu, la crise? Est-ce que la violence était la Ouais. même ou De ce que j'ai pu constater, il y a vraiment 3 catégories. Donc il y a la catégorie qu'on a parlé, ce que j'ai appelé les héros, ceux qui ont, alors ça peut être directeur, manager, ceux qui étaient vraiment dans le feu de l'action, les pompiers, voilà. Il y a une deuxième catégorie qu'on peut assez vite identifier, c'est les gens alors sans être enfin, je vais être péjoratif en le disant sans être péjoratif, qui sont plus dans des rôles vraiment en bout de course, style ouvrier. Eux, ils ont un stress, ils le vivent très mal. oui. Parce qu'ils se disent: «Ben oui, les gens, ils ont pas fait leur boulot, je leur en veux et je vais perdre mon boulot à cause d'eux». Alors qu'ils sont Mmh. mieux payés que moi avec toute la caricature qui va, ils sont mieux payés que moi et cetera. Ils sont dans leur bureau, ils font rien de leur journée. Enfin, on est dans la caricature, mais Oui, bien sûr. donc Mais ça, c'est la deuxième ouais, catégorie ouais. et alors il y a une troisième catégorie, ils vivent ça un peu comme des vacances pendant la crise. OK. Ouais, 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 ouais. Un peu, temps de covid quoi, on rentre chez nous, on doit pas travailler. On est très loin de tout ça. Ouais. À un moment donné, j'avais fait une analogie un petit peu à imaginez, on est au 15e siècle, un bateau qui a des passagers, un bateau un peu 15e siècle avec des mâts. Il s'arrête à une île et il y a la moitié du bateau qui débarque sur l'île, dans un camp de vacances, imaginons. Et le bateau s'écarte un peu et le bateau subit une terrible tempête qui casse les mâts, qui détruit tout. Il y a des gens qui sont tombés à la mer, etc. Et puis le bateau, il arrive au port et tout ce que les autres voient, ils ont dit: «Ah bah oui, c'est un peu cassé, on va réparer», mais eux, ils n'ont pas la charge émotionnelle. Et alors là, c'est très difficile aussi à vivre pour Et ce oui. que j'ai appelé les héros, c'est de voir voilà, cette troisième catégorie qui absolument n'a aucune conscience. Et c'est Ouais. normal Oui, bien sûr. de ce qui s'est passé, ni d'une Ouais. compréhension. De nouveau, je suis dans la caricature qu'on comprenne bien, Non, hein. mais bien sûr. Il y Ouais, a du gris, il y a des gris, mais parfois, on n'était pas loin de la caricature pour certaines personnes que j'ai eu l'occasion de ouais. rencontrer et discuter Et avec. est-ce qu'il y aurait un besoin aussi de reconnecter finalement ces différentes, catégories entre elles, tu vois? De les faire aussi, bah, peut-être si tu disais des moments de groupe, pour faire, peut-être témoigner ceux qui étaient au cœur de l'action, que les autres comprennent comment ça s'est passé, ce qu'ils ont vécu ou est-ce qu'il y a besoin de reconnexion entre ces différents groupes-là? Je ne saurais pas le dire. Moi, le besoin que je le vois, je trouve, c'est au niveau HR. Là, il y a clairement un besoin de connexion parce que souvent, les HR, ils vivent ça un peu de loin. Oui, OK, ouais. Et eux, ils ont une double casquette. Ils vivent ça de loin et ils vont avoir une influence directe sur les gens de la crise. Que finalement, les tierces personnes vont y revenir, vont revenir au bureau. Bon, ils vont aller dire que l'IT ou la sécurité n'est pas bonne dans leur société, etc. Oui. Donc là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de la communication. On est plus au niveau communication de société. Voilà, on a eu une crise, on l'a gérée, on était plus ou moins bien préparé, on remercie les héros. Maintenant, on va faire en place, on va faire des exercices réguliers. Donc, il faut aussi redonner confiance et aussi accentuer un peu plus la communication sur ce qui est mis en place pour ne pas que ça arrive. Voilà, que ça Ouais, arrive à tout à fait. nouveau. Parce qu'il n'y a Ouais. rien de pire si ça arrive encore à nouveau 1 an Non, ou c'est 2 ans sûr. après, quoi. Alors là, Oui c'est et un puis en peu. plus c'est le cas, hein, souvent, hein, les entreprises qui sont attaquées une fois bon alors là, c'est peut-être particulier ce cas-là parce que c'était avec un insider, mais d'autres entreprises qui ont été cyberattaquées sont assez souvent aussi cibles d'une deuxième cyberattaque parce qu'ils sont, dans les petits papiers, quoi. Et surtout, ils sont affaiblis par la première, Oui, donc le temps c'est de vrai. mettre toutes les mesures de remédiation, Ouais, ils sont ils sont d'autant en plus position de faiblesse. C'est un peu vulnérables. attaquer Ouais, tout à fait. quelqu'un de blessé quelque part, Ouais, ouais. ouais, c'est sûr. Didier, est-ce que tu as autre chose que tu veux nous partager sur, bah, cette expérience, sur ton mémoire ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, peut-être oui, peut-être les 4 éléments que j'ai tirés de mon mémoire. Dis-moi, Donc ouais. on a déjà parlé de quelques-uns, mais il y a un quatrième que j'aimerais bien, mentionner. Donc il y a le stress et sa gestion. Heu, avant c'est encore gérable, mais c'est surtout pendant et après. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Le lien avec le burn-out, donc on en parle de plus en plus maintenant, hein, les gens dans la cybersécurité, dans l'IT, subissent de plus en plus de burn-out parce que finalement, ils sont dans un domaine où on n'est jamais bon, en fait. Oui, L'arme a toujours une longueur d'avance sur le bouclier. tout à fait. Donc il y a ce stress permanent de: «Est-ce que j'en fais assez, pas assez?» et cetera. Mmh. Donc il y a vraiment ces 2 aspects-là. Il y a le souci de communication pendant et après la Mmh cyberattaque. mh. Voilà, il Ouais. y a cet aspect communication doit être pris en compte. Je parle non seulement de la communication externe, mais aussi la communication interne Oui. doit être, particulièrement enfin, une attention particulière là-dessus et il y a vraiment ce que moi j'ai appelé la perception des risques. Donc il y a, en fait, j'ai remarqué maintenant que ça fait 30 ans que je travaille dans l'IT
et qu'on travaille aussi un peu dans l'accompagnement du changement, chez certains de nos clients. Les gens de l'IT sont, de mon point de vue, peut-être les plus difficiles à accepter le changement. OK. Très étonnamment, parce qu'on se dit que les gens de l'IT, ils C'est v sont dans des domaines, qui technologiques, évolue, ça oui, évolue tout le temps. ouais, Mon expérience, c'est que les gens d'IT en général sont, voilà, ont très peu de propension à accepter le changement. Et alors, il y a une deuxième notion, c'est ce que j'appelle la perception des risques. Ils ont, dans l'IT en tout cas, et en ce qui concerne les cyberattaques, ils ont une propension, une tendance à surestimer leur capacité à réagir à une crise. Donc ça s'appelle, il y a un principe qui s'appelle ça. Donc ils sont persuadés ils vont être bons. Donc ils surestiment leur capacité. Et en même temps, ils sous-estiment l'impact que peut avoir une crise ouais. comme celle-là. Et ça m'a été rapporté sur un témoignage sur deux. euh, C'était inimaginable l'impact que ça a occasionné. Voilà, donc c'est vraiment ces deux éléments combinés, sous-estimer le risque et surestimer ses capacités, ben, c'est un cocktail explosif, quoi. Et ici, on met ça en plus dans un contexte où il y a cet aspect malveillance que Ah tu, que tu as, oui, mentionné, que tu as mentionné. ouais. Donc il y a aussi cette incompréhension, c'est pourquoi ce type a voulu que des centaines de personnes perdent Mmh. leur boulot. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, je travaille depuis plusieurs années dans la gestion des risques et souvent, quand on parle avec les clients de tel ou tel risque, ils nous disent non, mais ça ne peut pas, ça n'arrivera jamais. Et ils sont vraiment, oui, comme tu dis, dans la capacité d'imaginer que ça peut leur arriver et ils se disent non, mais voilà, bon, là, vous nous faites bien rire avec ça, mais c'est assez improbable. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que oui, c'est quelque chose d'assez commun finalement. C'est quelque chose de commun, c'est un biais cognitif humain, hein. Ouais, voilà. L'humain, en fait, Ouais. traditionnellement, ce qu'il vit au jour le jour, il considère que c'est la normalité. Voilà, c'est un biais. Donc en fait, ça fait 10 ans qu'on n'a pas connu de cyberattaque, donc une cyberattaque n'arrivera pas chez nous. C'est Ouais. un Ouais. comportement logique du cerveau Mmh. humain, quoi. Donc Mmh mh. ça Ouais, fait c'est partie super des études intéressant. récentes sur ce qu'on Mmh. appelle, la cybersécurité cognitive. C'est toute justement l'étude de ces biais, de voir comment, en termes heu, d'approche, Mmh. on peut accompagner les gens pour modifier ces biais-là, et ces biais qui sont utilisés par les cyberattaquants évidemment, quoi, hein. Tous ces biais-là sont forcément utilisés de manière intelligente par les cyberattaquants, quoi. En fait, c'est de la manipulation, hein, c'est tous les biais de manipulation, du cerveau Mmh. humain qu'on retrouve. Ouais, ouais. Ouais et là, on ouvre encore un vaste sujet qui est aussi un Oui, autre oui, sujet passionnant et on pourrait y passer quelques heures sur celui-là, ah tout à fait. complètement, complètement. Merci beaucoup Didier. Vraiment, c'était un entretien, passionnant comme je te l'ai dit, ça m'a donné la chair de poule. Donc c'est vraiment, merci de partager, le témoignage de cette cyberattaque, de nous partager aussi finalement les autres témoignages que tu as pu recueillir dans le cadre de ton mémoire et de ton livre. Je trouve que, enfin voilà, c'est un privilège aussi d'avoir accès à ce genre de témoignages et puis ça nous montre bien à quel point une cyberattaque, va déstabiliser tout un groupe d'humains finalement, que ça va les toucher au plus profond et puis qu'on n'est finalement jamais assez préparé, hein. Et aussi ne pas hésiter à se faire aider dans ce genre de cas. C'est bien ce que tu l'as dit, tout seul, C'était ouais. tout à fait, c'est un des conseils, d'ailleurs, c'est un des conseils qui a pu aider cette société lors de la crise, c'est qu'ils n'ont pas eu peur d'appeler à l'aide. Et il y a une espèce oui, de solidarité intersociété qui s'est mis en place pour aller les accompagner, les aider. Et même, alors, et c'est à ce moment-là que vous voyez aussi les vrais amis, un peu comme dans la vraie vie, hein. C'est quand vous êtes dans la merde que vous, enfin, pardon, Non, oui, que dans les difficultés. à la difficulté Oui, qu'on voit les ouais, vrais amis. tout à Donc, fait typiquement, cette société, ils avaient des partenaires qui, et ouais. qui, qui les ont laissés tomber à ce moment-là. Et il y avait une société dont la mienne, où je suis actuellement, en Idriss, qui à ce moment-là, malgré qu'ils n'avaient pas de contrat avec eux, sont allés accompagner le client. Et comme on est un des spécialistes de ce domaine-là, via, comme le Luxembourg est petit, hein, donc via, on s'est retrouvés, enfin mes collègues de l'époque, j'étais pas encore collègue avec eux, mais mes collègues se sont Mmh. retrouvés à aider. Donc oui, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est voilà, prendre le temps et ne pas hésiter à appeler et à se faire aider. C'est vraiment le conseil qu'on peut donner et qui peut servir. Et ne pas rester dans son coin, Tout à pas fait. penser qu'on pourra gérer ça seul, clairement. Ouais. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, je vais recevoir alors je ne sais pas si je peux l'appeler
ton collègue, parce qu'en fait, vous étiez pas collègues, mais vous avez tous les 2 été enfin, dans cette entreprise, vous avez tous les 2 travaillé dans cette entreprise qui a vécu la cyberattaque et lui, il va nous expliquer il est arrivé plus tard, hein, Nicolas, c'est ça, hein? Il est arrivé juste avant moi en Ah, tant avant, que oui, consultant externe aussi et c'est quelque part, c'est lui qui m'a engagé, chez ce client-là et qu'on a fait un peu ce chemin ensemble, avec chacun son point de vue évidemment, mais voilà. voilà, il a tout Et à bah, fait, voilà, bah, lui, il nous racontera, bah, comment lui, il a vécu, cette phase de reconstruction, on va dire, après la cyberattaque. Donc voilà, j'ai hâte, de l'entendre. Je te remercie, c'est un peu la oui, suite de l'épisode, ouais, quoi. exactement, c'est ça pour l'épisode 2 de cette mini-série. Merci Didier, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager vos retours et puis, bah, au mois prochain pour l'épisode 2 comme tu l'as si bien dit Didier. Au revoir. Merci à toi, merci à tous.